Bonjour, bienvenue au Forum économique breton. C'est la fin de la journée, avant-dernière interview de la journée. Merci de nous avoir été fidèles par ailleurs. J'ai le plaisir de recevoir Hugues Médy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Niji, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement de transformation numérique des entreprises, sujet ô combien majeur bien évidemment, qui continue de perdurer. Vous intervenez aussi bien dans l'accompagnement, réalisation technologique ou encore le design. Est-ce qu'on peut en savoir davantage brièvement avant de commencer ? Écoutez, en fait, on accompagne la transformation numérique des entreprises de l'idée très en amont à la réalité tout en aval, c'est-à-dire qu'on intervient d'abord en conseil pour aider les dirigeants des entreprises à comprendre en quoi le numérique impacte leur stratégie, l'évolution de leur offre de produits et services, la façon de faire du commerce, de gérer leurs clients, mais aussi de s'organiser en interne. Ça, c'est du conseil. On intervient ensuite en design pour veiller à bien mettre l'utilisateur au cœur de toutes les réflexions, faire en sorte que les dispositifs numériques qu'on imagine puissent être appropriés facilement par les utilisateurs et dégager de la valeur ajoutée, être efficaces, être plébiscités, c'est très important. On a quelques contre-exemples dans l'actualité actuelle sur le marché. Et puis, on intervient en réalisation technologique, donc on donne vie aux idées à quelque part qu'on a contribué à façonner en amont, avec cette magnifique pâte à modeler du numérique qui s'appelle le logiciel et qui permet de développer des systèmes opérationnels qui sont ensuite utilisés et déployés. Voilà, donc de l'idée à la réalité, 3 métiers, le conseil, le design, la technologie que l'on met en synergie. J'imagine que les besoins ont beaucoup évolué ces dernières années. Quels sont justement ces besoins d'émancipation digitale en 2022 ? Eh bien, écoutez, oui, ils ont beaucoup évolué. Ce qui a beaucoup évolué déjà, c'est la prise de conscience par les dirigeants d'entreprises, par les différents secteurs économiques. C'était déjà le cas. C'était déjà le cas il y a quelques années. Oui, enfin, ça évolue quand même pas mal. Hein. On a quand même passé beaucoup de temps à évangéliser. C'est beaucoup tourné au point de départ vers le business, c'est beaucoup tourné vers la façon avec laquelle je vais pouvoir accentuer mes ventes, vers la façon avec laquelle je vais pouvoir mieux servir mes clients, vers la façon avec laquelle je vais pouvoir inventer de nouveaux produits, de nouveaux services à destination de mes clients. C'est aussi beaucoup ancré dans les nouvelles organisations, dans le fait d'avoir des organisations plus flexibles, plus transversales, plus participatives, plus collectives. Donc mettre entre les mains des salariés dans les entreprises des outils numériques qui permettent à quelque part de supporter ces nouveaux attributs. Et progressivement, ça arrive dans le volet industriel de l'entreprise, quand elle est industrielle, quand elle a des usines, quand elle a des unités de production, avec un numérique qui va permettre de moderniser ces outils de production, de les rendre d'ailleurs eux-mêmes potentiellement plus coopératifs avec les opérateurs, avec les salariés qui sont chargés de s'en occuper, de les utiliser. Voilà, donc on est à la fois au départ sur le volet business, puis sur le volet organisation, efficacité, attractivité aussi à quelque part de l'entreprise pour recruter des talents, en leur offrant un cadre de travail plus moderne, plus efficace, et puis la dimension productive, la dimension industrielle, ce qu'on appelle parfois aussi l'usine du futur ou l'industrie 4.0. Avec un regain post-Covid, j'imagine. Avec un regain post-Covid qui est principalement sur le volet organisationnel, aller vers l'entreprise distribuée, vers le travail à distance, vers le partage d'informations, vers la mise en mobilité plus facile des équipes, qui touche aussi un peu au business avec le développement des ventes en ligne, de l'e-commerce, les modes nouveaux, je dirais, d'interaction avec des clients qui ne viennent plus dans le point de vente, qui commandent de chez eux, qu'il faut livrer, dont il faut assurer le support et la satisfaction à distance. Et ça revient d'une certaine façon aussi sur le volet industriel, parce qu'il est de plus en plus difficile de recruter des gens qui viennent à l'usine chaque matin, parce qu'il y a une forme de pénibilité à venir à l'usine chaque matin, alors que quand les cols blancs sont en télétravail, soi-même col bleu, on est obligé de faire la route et de faire marcher la pointeuse. Et donc, cette difficulté de recrutement de personnel posté entraîne le souhait d'une plus grande automatisation de l'outil de production et donc d'un numérique plus abondant dans l'usine et dans son fonctionnement. Voilà. J'imagine qu'il y a aussi une disparité selon les secteurs. Quels sont les secteurs précurseurs et inversement les mauvais élèves ? Alors les secteurs précurseurs sont les secteurs qui mettent le consommateur au cœur de leur stratégie, puisque comme je le dis souvent, le numérique est dans la rue,
Le numérique appartient au plus grand nombre d'entre nous dans la rue, dans toutes nos diversités de catégories socio-professionnelles, d'origine ethnique, de genre humain, que sais-je encore. C'est la rue qui décide des usages du numérique, qui fait l'adoption du numérique. Donc c'est le consommateur qui fait l'adoption du numérique. Et donc toutes les entreprises qui sont par défaut très tournées vers le consommateur, donc les entreprises de distribution, les entreprises qui amènent des services dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des télécoms, de l'Internet, toutes ces industries très tournées vers le consommateur sont les premières à s'être emparées du numérique. C'était nécessaire, c'était une question de survie parce que le consommateur attendait ça. Et le consommateur attendait que les produits et les services soient de plus en plus irrigués de numérique et de plus en plus accessibles par cette petite bestiole-là qu'on a tous sur soi, qui devient une prolongation naturelle de soi-même. Les secteurs industriels plus lourds, plus spécialisés, qui sont souvent beaucoup plus loin du consommateur, qui souvent ont pour clients d'autres entreprises à leur tour, qui elles-mêmes ont pour clients d'autres entreprises à leur tour. Et où est le consommateur dans tout ça? Il est souvent très loin. Eh bien, ces secteurs ont été moins sensibilisés à l'importance du numérique, à l'importance capitale du numérique, et ont davantage tardé à s'en emparer. Mais pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que ce sont des entreprises industrielles, sont en train de s'en emparer aussi. Et vous avez des secteurs, je dirais, un peu bilames, des secteurs qui sont un peu double peine, qui sont à la fois des secteurs industriels de production et en même temps de mise en marché et de distribution, comme l'agroalimentaire par exemple, ou comme l'automobile, qui sont obligés de raisonner dans les deux dimensions. Et pour l'automobile, c'est une transformation majeure parce qu'on est dans ce qu'on appelle la servicialisation, c'est-à-dire passer d'une économie de la possession où j'achète un objet voiture issu de la manufacture, j'en suis propriétaire et j'en amortis le coût total de possession dans mon budget, à je souscris à un service de mobilité véhiculée ou de mobilité multivéhiculée ou de mobilité multimodale. Donc je souscris à un service immatériel dont je ne suis pas propriétaire, donc je n'ai pas à amortir le coût, je suis dans l'économie de l'abonnement, dans l'économie de la souscription. Et donc le passage de cette économie de la possession à cette économie de la souscription, le passage du seul objet matériel au couple objet-service, service immatériel, service numérique, il est parfois extrêmement très violent et notamment aujourd'hui l'automobile est très marqué par ça. On achètera de moins en moins une voiture, on souscrira de plus en plus à un service de mobilité qui combinera d'ailleurs la voiture à d'autres moyens de mobilité, la bicyclette, le transport en commun, courte distance, longue distance, que sais-je encore. Voilà. Mais globalement, aujourd'hui, on est dans un schéma où tous les secteurs économiques sont concernés à égale intensité par la transformation numérique et sont obligés à quelque part d'investir lourdement. Et dernier point, la transformation numérique est aussi support à d'autres transformations. On parle beaucoup de transformation énergétique, de transformation écologique, de transformation environnementale aujourd'hui. On ne peut pas faire ces transformations autrement qu'à haute dose de mise en œuvre du numérique. À côté du serviciel que vous venez d'évoquer, le maître mot, c'est aussi la transition écologique, transition numérique, transition technologique. Quelle est la place des entreprises dans ce monde de transition ? La place des entreprises, elle est complètement centrale. Les entreprises sont en transition. Les entreprises sont les actrices de ces transitions. On les presse de faire la transition. On les presse d'aller vers l'utilisation plus sobre des énergies, vers l'utilisation des énergies renouvelables. On les presse de recycler pour avoir des attitudes plus éco-responsables. On les presse de gérer davantage leurs déchets. On les presse de beaucoup de transitions. Donc elles sont les actrices de cette transition. Il y a donc aussi de plus en plus d'entreprises dédiées à ces transitions. L'univers de la collecte, du tri, du recyclage, de la transformation des déchets est un univers qui se développe de façon vertigineuse. L'univers de la production et de la mise à disposition d'énergie renouvelable est un univers où on voit fleurir des entreprises magnifiques et qui marque aussi la transformation de très grands groupes historiques qui sont nos fleurons nationaux dans le domaine des énergies. Tout ça a été très transverse. Toutes ces transitions
amène aussi à déverticaliser l'économie, à désiloter l'économie. J'ai coutume de dire qu'à l'heure de ces transitions, jamais plus l'avenir d'une entreprise ne peut s'écrire que dans sa verticale économique d'appartenance. L'économie doit être regardée transversalement, en coupe, les bonnes idées, les retours d'expérience, souvent les parts de marché et donc les chiffres d'affaires nouveaux sont à prendre dans des verticales économiques qui historiquement ne sont pas celles dont on est parfois acteur représentatif. Et donc ça impose aussi une autre façon de voir les choses. Et vous avez des secteurs extrêmement pivots dans cette logique cross-sectorielle que sont les secteurs de la banque, les secteurs de l'assurance, parce que le financement est un sujet par essence extrêmement transverse, parce que l'assurance est un sujet transverse, mais on assure de moins en moins des objets, on assure l'usage de services, et on finance de moins en moins des objets, et on finance des services. Et du coup, quand on finance et quand on assure des services, et quand on est dans l'économie servicielle, on peut en venir à se dire que finalement, on va devenir soi-même fournisseur de ces services. Puisque ces services sont immatériels, certes posés sur des objets, mais on n'a pas besoin d'avoir la maîtrise de la production de ces objets pour pouvoir s'engager dans la fourniture de ces services. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de grandes banques assurances annonce aujourd'hui des stratégies d'évolution à relativement moyen terme, court moyen terme, dans des verticales économiques dont on se dit qu'elles n'ont rien à voir avec la banque, comme par exemple la transition énergétique, comme par exemple les mobilités, comme par exemple la santé ou l'accompagnement au vieillissement des populations, comme par exemple l'immobilier. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'une banque assurance vient faire là-dedans? Et bien si, justement, pour toutes ces raisons, ces acteurs sont légitimes d'en être, quoi. Hugues Mély, vous êtes un entrepreneur qui est revenu à Rennes après 15 années passées à Paris. Comment le territoire aujourd'hui influence vos activités, vos nouvelles activités ? Écoutez, quand vous êtes ancré dans un territoire, vous êtes proche d'un tissu économique qui est majoritairement fait de PME, d'entreprises de tailles intermédiaires, d'entreprises qui sont souvent des entreprises familiales, des entreprises dont vous rencontrez, dont vous connaissez les dirigeants, avec lesquels vous pouvez échanger, communier quotidiennement dans la proximité d'un territoire. Et donc, c'est une formidable source d'inspiration au quotidien par les échanges directs que vous avez avec d'autres dirigeants, d'autres entreprises, d'autres secteurs économiques. Vous êtes conscient de leurs préoccupations, vous mesurez leurs investissements dans ces transformations, vous voyez quelles sont leurs préoccupations, vous apprenez comment vous pouvez les aider. Et donc, à quelque part, vous bâtissez la stratégie de votre propre entreprise. Et vous avez aussi cette possibilité ensemble de créer des propositions de valeur plurielles, beaucoup plus larges, pour adresser finalement des enjeux de transformation au-delà de votre territoire. Voilà, donc c'est ce côté inspirationnel, ce côté collectif, cette solidarité qui existe à l'échelle d'un territoire et qui fait que pour le développement de votre propre entreprise, c'est très puissant. Vous n'avez pas besoin d'acheter des livres et de lire la vérité dans les livres, ou vous n'avez pas besoin d'aller prendre des rendez-vous dans les tours à la Défense. Vous pouvez directement, chez vos confrères, comprendre comment le monde économique évolue. Et vous avez aussi, le cas échéant, puisqu'on est au FEB, une proximité beaucoup plus forte avec les élus des territoires, donc avec le monde politique, et même d'une certaine façon avec les citoyens et leurs attentes à travers le monde associatif. Donc vous avez finalement, à l'échelle d'un territoire, tout l'univers socio-économique à votre portée pour comprendre en quoi votre entreprise peut et doit évoluer. Donc je conseille à beaucoup de gens animés d'une envie entrepreneuriale de venir entreprendre en région, et en particulier bien sûr en Bretagne, parce que la force de la Bretagne, c'est d'avoir conservé cette unité très très puissante et cette solidarité très très forte qui rend ce que je viens de dire encore plus facilement faisable. Merci d'avoir été avec nous, Hugues Mély. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez encore avec nous pour la toute dernière interview de la journée. À tout à l'heure.